Rémy, même si la crise du subprime, etc., ne s'était pas encore produite, on savait bien la dette, on savait bien le chômage massif, et donc il y avait, dans l'esprit du président de la République, l'idée que de toute façon, il fallait faire des réformes radicales. Et pour les gens de sa génération, de ma génération, l'idée des réformes radicales, ça renvoie à 1958, ça renvoie au général de Gaulle, et en matière économique et sociale, ça renvoie au rapport Rueff-Armand. Ou pour d'autres, quand on parle du monde de l'entreprise à proprement parler, ça renvoie au rapport Sudreau. Voilà. Et que Nicolas Sarkozy avait demandé à Philippe Séguin de mettre en place et de présider une grande commission pour faire un nouveau rapport Rueff-Armand. Et Philippe Séguin m'avait demandé d'en être la secrétaire générale. Donc on avait commencé à travailler sur le sujet. J'avais repris le rapport Rueff-Armand, le rapport Sudreau, etc. On commençait à faire des tableaux avec des colonnes, etc. Et puis au bout de quelques semaines, en discutant avec Philippe Séguin, en discutant aussi avec justement François Fillon qui était Premier ministre, pour savoir quelles seraient nos marges de manœuvre, vers quoi on pouvait s'attendre à avoir des suites, on s'est rendu compte que l'exercice n'était pas exactement notre genre de beauté. Voilà. Et donc, c'est Jacques Attali qui a été désigné pour faire ce travail, avec comme secrétaire général Emmanuel Macron. Voilà, alors le binôme était certainement plus adapté à la période, à ce qu'on voulait. Enfin, là-dessus est intervenue la crise financière, et il faut bien dire que la volonté réelle, hein, je ne crois pas la velléité, la volonté réelle de réforme structurelle qui s'était manifestée en 2007-2008, eh bien, elle a été supplantée par d'autres priorités qui ont été les G7, les G8, les G20 et toutes les grandes négociations internationales pour essayer d'éviter que la planète financière explose et l'économie mondiale avec. Alors, sur ce qui nous est proposé aujourd'hui dans le processus loi Macron, puisque, certes, grâce à la procédure du 49.3, on peut considérer que l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale a eu lieu par le rejet de la motion de censure. Rémi a très bien expliqué ça, mais il va y avoir encore la lecture au Sénat. Et après, puisqu'on est en procédure accélérée, tout ça était jadis dénoncé comme étant antidémocratique, n'est-ce pas? Bon, mais on se permet maintenant d'utiliser ces procédures accélérées. Commission mixte paritaire qui aboutira ou qui n'aboutira pas. Il faut le resituer aussi un tout petit peu dans le contexte de nos négociations avec Bruxelles. Nous ne sommes pas la Grèce, nous sommes beaucoup plus disciplinés, Rémi l'a dit, hein, voilà, c'est la différence qu'il voulait montrer, mais nous sommes quand même sous le coup de procédures de Bruxelles qui nous obligent à présenter un programme national de réforme chaque année au mois d'avril, qui doit prouver à Bruxelles que l'on est bien dans un processus de réforme structurelle pour résorber notre dette et pour arriver à un déficit public qui ne soit pas excessif. Alors ceux d'entre vous qui suivent les comptes rendus du Conseil des ministres ont dû voir que mercredi dernier, le Premier ministre avait fait une très longue communication sur le projet de programme national de réforme. Et que à chaque rubrique, pratiquement, il disait « Bon, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on a déjà fait, et voilà ce qui figure dans le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » Je crois que c'est ça l'intitulé exact de la loi Macron. Donc on voit bien
que cette loi est une espèce d'alibi vis-à-vis de Bruxelles. Et c'est pour ça qu'elle a un caractère de fourre-tout. J'avais vu dans je ne sais quel article de presse une expression qui m'avait beaucoup amusé. On parlait d'un caravansérail législatif. Voilà, une espèce d'auberge espagnole où chacun apporte ce qu'il veut y trouver. Et de fait, alors la loi, elle est en 3 volets. Hein, c'est simplifier, c'est investir et c'est travailler. Vous vous rendez compte? Une loi socialiste qui s'appelle simplifier, investir et surtout travailler. Eh oui, ils y viennent. Alors, donc, elle a 3 volets et elle a surtout elle comportait au départ une centaine d'articles, 200 maintenant, avec des milliers d'amendements. On pourra y revenir si vous le voulez, je pense qu'il y aura un temps d'échange, mais vous vous rendrez compte que quand il est dit que c'était une co-construction, puisque maintenant c'est à la mode de dire des co-constructions, pour dire que le gouvernement n'a pas imposé son texte au Parlement, mais qu'il y a eu beaucoup d'amendements, j'ai là, dans mon dossier, le relevé exact du nombre d'amendements qui ont été acceptés en fonction de leur origine. Et vous verrez qu'il y a plusieurs centaines d'amendements socialistes qui ont été acceptés et quelques dizaines d'amendements de notre famille politique, de nos familles politiques qui ont été acceptés. Moyennant quoi, le gouvernement se permet de dire que tout ça a été un grand dialogue, une grande concertation, et qu'on a écouté tout le monde et qu'on a entendu tout le monde. Alors, cette affaire-là, vous le savez, elle a donné lieu, avant l'épisode des frondeurs et du déchirement au sein du Parti socialiste, à quelques débats aussi internes au sein de nos propres familles de la droite et du centre. Parce que finalement, dans ce texte, il y a à boire et à manger. Il y a de réelles avancées, on pourra en parler, qui figuraient dans les programmes de nos amis politiques. Je pense par exemple que l'affaire de la libéralisation des circuits en cars interrégionaux, ça figurait dans le programme de nos amis politiques, et c'est en fait une modification de la loi d'orientation des transports intérieurs, autrement dit de la loi Fitterman. Voilà. On ne va pas pleurer quand même de modifier la loi Fitterman. Hein, voilà. Bon. Donc, il y a de réelles avancées qui, si elles étaient plus structurées, seraient réellement porteuses, sans doute, de chances d'accroissement d'activité et d'emploi. Et puis, il y a quand même pas mal de trompe-l'œil, c'est-à-dire de demi-réformes, ou bien d'annonces, ou bien d'habilitation du gouvernement à traiter certains sujets par voie d'ordonnance. Aïe, aïe, aïe. N'est-ce pas M. Hollande qui est le président de la République aujourd'hui? N'est-ce pas lui qui, quand il était le chef de l'opposition socialiste, fustigeait les gouvernements de droite et du centre qui osaient de temps en temps gouverner par ordonnance? Et là, ce sont des flopées d'ordonnances qu'on nous annonce. Voilà. Faites ce que je dis. Voilà. Bon, on connaît bien l'hypocrisie des socialistes. Donc, premier paquet des éléments qui auraient pu être porteurs de réelles réformes. Deuxième paquet, des trompe-l'œil ou des renvois vers des ordonnances. Et puis, troisième paquet, on désigne à la vindicte populaire des professions que l'on marque du sceau de l'infamie de la rente et qui sont des professions notamment du droit, du chiffre, dont on se dit, quand on est socialiste, que personne ne pleurera si on vient un petit peu leur rogner les ailes, et dont on essaye de prouver, il y a une commission qui a été mise en place à cet effet,
que si on les réforme, que si on les bouscule un petit peu, ce serait créateur d'emplois. Alors nos amis qui représentent ces professions, notaires, avocats et autres, sont là justement pour vous expliquer en quoi eh bien, leur profession apporte des éléments d'intérêt général, où ils sont garants d'une certaine sécurité juridique, parce que l'un des points aussi qui mérite d'être souligné dans la façon dont les socialistes ont gouverné la France depuis 2012 jusqu'à maintenant, et nous en montre un exemple avec la loi Macron, c'est qu'on est dans l'insécurité juridique permanente. On l'a vu, puisque, ne nous cachons pas, nous sommes en campagne pour les élections départementales, nous sommes en campagne pour une collectivité dont nous ignorons quelles seront les compétences, puisque l'on se permet eh bien, de mettre en discussion au Parlement en ce moment même la fameuse loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui redistribue les compétences entre la région, le département, les communes et les intercommunalités. Quelle plus grande insécurité juridique et quel plus grand déni de démocratie. Mais vous tous qui êtes réunis ici, vous n'en êtes pas surpris. Je vais donc laisser la parole à nos amis qui vont illustrer ça très concrètement par leur expérience professionnelle eux-mêmes. Merci à tous. Merci Bernadette. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux.